Oublions les généralités et plongeons directement dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui est de décortiquer de fond en comble le fonctionnement des ventes pour impôts fonciers impayés en Alberta au Canada. C'est un domaine fascinant, super technique, où il est absolument crucial de faire la distinction entre la loi provinciale globale et la façon dont chaque municipalité l'applique concrètement sur le terrain. Allez, on commence. Au programme de cette exploration, d'abord, on définit ce qu'est exactement le recouvrement fiscal. Ensuite, on aborde la chronologie légale, les règles des enchères publiques, les paiements et les risques associés, la méthode pour trouver les listes officielles et enfin, un résumé pratique avec quelques avertissements bien sentis. Section 1. Qu'est-ce que le recouvrement fiscal ? Selon la loi sur le gouvernement municipal de l'Alberta, la fameuse MGA, une propriété en recouvrement fiscal n'est pas juste une maison avec un petit retard de paiement de quelques semaines. Pas du tout. On parle ici de biens immobiliers avec des arriérés d'impôts persistants et significatifs, ce qui déclenche un processus de recouvrement formel et strictement obligatoire par la municipalité locale. C'est vraiment la base juridique qu'il faut garder en tête tout au long de cette analyse. Section 2. La chronologie légale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne parle pas d'une procédure expéditive où l'on perd sa maison du jour au lendemain. C'est un parcours légal très encadré qui s'étale sur plusieurs années. À l'année 1, les arriérés commencent à s'accumuler. À l'année 2, la municipalité inscrit un avis officiel de recouvrement directement sur le titre de propriété. Ensuite, à l'année 3, une date limite tombe le 31 mars pour régler la dette de base. Et ce n'est qu'à l'année 4 qu'une date d'enchère publique est finalement fixée. Le propriétaire d'origine a donc énormément de temps pour régulariser la situation. Section 3. Règles des enchères publiques. C'est ici qu'il faut faire preuve d'une précision chirurgicale pour séparer la loi provinciale des pratiques locales. D'un côté, la loi provinciale exige la tenue d'une enchère publique, c'est la règle d'or. Mais de l'autre, l'exécution varie du tout au tout selon les municipalités. C'est la ville, le village ou le comté qui choisit le lieu exact, et parfois ils optent pour des formats d'appel d'offres, souvent appelés tenders, ou des soumissions cachetées. La méthode dépend vraiment des choix de l'administration locale. Et voici un point fondamental à retenir, la valeur marchande. En Alberta, la mise à prix, le fameux reserve bid, doit absolument refléter au plus près la valeur marchande réelle de la propriété. Ça détruit littéralement le mythe persistant qui dit qu'on peut acheter ses propriétés pour quelques centimes ou juste pour le montant des taxes impayées. L'offre minimale est toujours solidement ancrée dans la réalité du marché actuel. Cela soulève inévitablement une question essentielle. Au beau milieu de cette procédure, que reste-t-il au propriétaire d'origine ? Eh bien, la réalité légale, c'est que tant que la propriété n'est pas officiellement déclarée vendue lors de l'enchère, le propriétaire initial garde le droit absolu d'intervenir. Il peut payer la totalité de ses arriérés et faire annuler la vente à la toute dernière seconde. En clair, la propriété peut disparaître de la liste juste avant le coup de marteau. Section 4. Paiement, rachat et risque. La mécanique d'une vente réussie est implacable. Tout démarre avec l'adjudication, c'est-à-dire l'instant précis où l'offre est acceptée. Boum, il faut immédiatement payer un acompte non remboursable. Souvent, les autorités locales exigent des traites bancaires ou des fonds garantis sur le champ, pas de délai supplémentaire. Ensuite, au moment du transfert de propriété, l'acheteur devient le nouveau maître des lieux et assume instantanément tous les risques liés au bien. Et c'est là qu'intervient une particularité assez brutale du système albertain. Contrairement à beaucoup d'autres juridictions en Amérique du Nord, une fois que la propriété est officiellement vendue aux enchères publiques, il n'y a généralement aucune période de rachat, ce qu'on appelle la redemption period, pour l'ancien propriétaire. C'est terminé. L'achat est considéré comme définitif dès la conclusion de la vente. Mais attention, cette acquisition définitive s'accompagne de responsabilités colossales. On achète toujours la propriété telle qu'elle, où elle est, le fameux as is where is, sans la moindre garantie de la municipalité sur l'état de la structure. On peut hériter de privilèges non fiscaux, de graves problèmes environnementaux, et s'il y a des occupants sur place, c'est à l'acheteur d'entamer à ses propres frais de complexes procédures d'expulsion. Une vérification préalable implacable est absolument vitale. Section 5. Trouver les listes officielles. Le grand défi ici, c'est le manque total de standardisation dans la province. On peut très bien tomber sur des annonces textuelles super basiques dans une gazette locale. À l'inverse, certaines municipalités plus organisées fournissent de gros dossiers, des packages complets pour les enchérisseurs potentiels. Et pour ce qui est des résultats après la vente, certaines villes font preuve de transparence et les publient, d'autres pas du tout. Chaque municipalité gère sa communication exactement comme elle l'entend. Il faut aussi faire très attention à un piège classique quand on fait ses recherches. Il est impératif de faire la différence entre une liste active future et du matériel historique. Une liste active indique les propriétés qui sont réellement prévues pour une vente à venir. Les archives, les anciens ordres du jour ou les résultats passés n'ont aucune valeur pratique pour un acheteur aujourd'hui. Il faut se concentrer uniquement sur les avis juridiquement actifs.
Section 6, résumé pratique et avertissements finaux. Concrètement, comment on procède? 1. On localise avec certitude l'avis officiel actif de la municipalité. 2. On récupère et on épluche minutieusement le dossier de l'enchérisseur. 3. On confirme la mise à prix pour évaluer la viabilité financière de l'investissement. 4. On prépare des fonds liquides, parce qu'une approbation hypothécaire classique ne sera tout simplement pas acceptée. Et 5. On se présente physiquement ou on soumet son offre en respectant à la lettre les règles locales. Un petit mot très spécifique pour les acteurs internationaux, notamment les investisseurs d'Amérique du Sud ou du Brésil, qui regardent souvent ce marché de près. Les barrières à l'entrée sont immenses. Le statut de non-résident complique énormément l'enregistrement des titres et l'accès au crédit canadien standard pour ce type d'achat est quasiment impossible. Il faut obligatoirement une représentation juridique sur place en Alberta, sans oublier les très lourdes implications fiscales internationales. Bien entendu, il est fondamental de rappeler que cette analyse est conçue à des fins purement éducatives. Même si l'ensemble des informations est rigoureusement dérivé de la loi sur le gouvernement municipal de l'Alberta et de diverses publications officielles, cela ne remplace en aucun cas l'avis d'un conseiller juridique dûment qualifié sur place. Alors pour terminer, la question qui tue. Le jeu en vaut-il la chandelle? Le potentiel de gain d'une propriété en recouvrement fiscal justifie-t-il l'effort colossal requis pour naviguer dans ce labyrinthe administratif albertain? C'est un environnement où seule une préparation obsessionnelle et une diligence implacable séparent le succès du gouffre financier. On ne peut qu'encourager quiconque est intéressé à creuser le sujet et à mener ses propres recherches indépendantes au niveau local. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur et à très bientôt pour continuer d'apprendre.